Voilà. Ok, c'est super. C'est parti. On a les résultats. Suspense. Hop. Voilà. Donc le vote n'est Du pas coup, bonjour. complètement clos. Bonjour à tous. Pour ceux qui nous rejoignent sur le replay du webinaire, et bienvenue du coup. Euh, Nous avons partagé un. Je vais prendre les résultats tels quels, on pourra revenir dessus peut-être en fin de session. Du coup, on a partagé, je mettrai le lien dans la vidéo YouTube également, un petit questionnaire sur Mentimeter qui permet de savoir un petit peu, bah voilà, si vous avez déjà entendu parler, par exemple, du no-code, si vous avez déjà fait du no-code avec Airtable ou avec d'autres outils. Voilà, on voit un petit peu les résultats. Euh, je suis pas surpris que la plupart des personnes aient entendu parler de no-code. On a 3,8 sur 5, c'est quand même pas mal. Par contre, la pratique du no-code est un peu plus en retrait, à 2,8 sur 5, et l'envoi de newsletter est un petit peu mieux, mais à peine. Est-ce que ça te surprend, Ivan, par rapport aux échanges que tu as avec d'autres personnes, avec tes clients, ce genre de Bah, résultats? là, je vois peut-être un effet générationnel parce que c'est vrai que maintenant, avec la popularisation du digital marketing, l'envoi de mails massifs, des publi-postages, des mail merge, ça parle, mais j'ai l'impression que donc tout ce qui est mailing, c'est à peu près connu, et puis en tant qu'utilisateur et utilisatrice, on en reçoit beaucoup. En revanche, le publi-postage à l'ancienne, je pense que c'est que les plus de 30 ans, voire les plus de 40 ans, qui ont peut-être connu ça dans leur début de carrière professionnelle. Moi, je me souviens, dans l'administration territoriale, on faisait des publi-postages pour envoyer des courriers et remplacer les destinataires, l'adresse des courriers avant de les imprimer à partir de Word, ce brave Microsoft Word. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est des références que n'ont plus tous les publics. Et pour moi qui fais l'enseignement, notamment auprès des jeunes, ça rend des fois difficile d'expliquer les fonctionnements des outils no-code. Donc, on fait plus de théorie, après on fait que de la pratique, et on va voir dans quelle mesure ça s'est appliqué à notre cas. Ouais. Et d'ailleurs, dans le chat, n'hésitez pas à préciser si vous avez utilisé un outil no-code, mais que c'est pas Airtable ou Glide. Donc, c'est les deux seuls qu'on pose comme question ici. N'hésitez pas à partager, comme ça donne un peu une idée de ce que vous avez pu faire jusqu'ici. Et du coup, il y a Thibaut qui demande ça veut dire quoi le public postage, si tu as envie de Oui, peut-être détailler j'allais un tout petit répondre dans peu le chat. plus. Oui. L'idée, comment te dire, c'est de fusionner un grand nombre de données qui sont présentées en table, par exemple une liste de destinataires d'un courrier avec un support qui est en fait un document, par exemple une lettre, et permettre en fait, au lieu de copier-coller un par un tous les noms, les prénoms, etc., d'injecter directement, comme dans les mailing lists quand on reçoit Bonjour Ivan, vous avez gagné une promotion en étant abonné à la newsletter. Donc l'idée, c'est que finalement, on va fusionner, injecter les données du tableau au bon endroit dans le document pour que la personne qui en est destinataire ait l'impression qu'on a personnalisé le message qui lui est adressé. Et Elisabeth qui dit avoir testé Bubble, effectivement, c'est un outil assez Ah oui. répandu aussi sur le no-code, peut-être un peu plus complexe que Airtable ou Glide, j'ai l'impression. Enfin, il y a une couche supplémentaire de personnalisation qui rajoute pas mal Et de qui tâches. fait, Enfin, oui, des et qui petits tests remplace que les j'ai deux. fait. Oui, ouais, Ouais, qui complètement. intègre en fait l'ensemble de la chaîne. Zapier aussi, oui, super outil pour, Zapier. pour connecter les données, faire des automatisations, carrément. On pourra revenir un petit peu de toute façon sur ces différents sujets-là, à la fois via le webinaire, mais aussi sur les questions-réponses en fin de webinaire. Je vous propose de passer un petit peu à la suite et de tout simplement commencer par se présenter. Vous pouvez aussi vous présenter dans le chat hein, si vous ne l'avez pas encore fait, comme ça permet de savoir un peu qui est présent. Du coup, moi, c'est Alexandre Duhart, je suis expert en gamification et bon, fan de World of Warcraft, comme c'est indiqué sur la présentation, avec Mickaël qui est présent ici aussi. Je suis cofondateur de Feedback et nous, donc, on est une agence de gamification. Notre but, c'est d'engager les utilisateurs grâce à la gamification sur plein de projets différents. Et du coup, ici, on va vous partager un projet qu'on a mené ensemble avec Ivan. Ivan, je laisse te présenter aussi.
Oui, donc moi je suis la créatrice de Learning Animals, cabinet de conseil et de formation en digital learning, donc tout ce qui est transformation digitale de la formation, mais aussi des nouveaux modes de travail. Et moi je suis passionnée de no-code depuis 2019 et aussi l'approche philosophique derrière le développement du no-code qui est le développement citoyen ou citizen development. Et donc là je vous ai indiqué les outils sur lesquels je travaille principalement. Euh, et donc, on voit aucun outil d'automatisation tel que Zapier ou Make. Donc, pour que vous soyez pas déçus, on va parler no code modulaire avec ces briques-là, avec pour l'instant, dans ma pratique, une assez faible part d'automatisation, ce qui rend pas moins l'exercice passionnant. Complètement. De notre côté, chez Feedback, on a beaucoup moins embrassé le no-code, mais on fait des projets avec du no-code, bah, notamment voilà, le projet dont on va vous parler tout à l'heure. Et c'est vrai que ça permet plein de choses et quand on est un peu curieux, et j'ai l'impression que c'est souvent le cas quand on est entrepreneur, bah, voilà, ça ouvre plein de portes. Donc c'est super intéressant et j'espère que vous trouverez ça intéressant également. Pour vous parler un petit peu du projet en fait sur lequel on va faire ce webinaire. Donc, c'est en fait un projet que nous avons mené ensemble avec Ivan, où nous avons combiné en fait nos expertises sur un projet qui a duré finalement un peu plus d'un an, du cadrage jusqu'à la production. Et du coup, chez Feedback, on est plutôt intervenu sur la partie, on va dire, design de l'expérience, sur le côté engageant, la gamification. Et on a travaillé du coup main dans la main avec Ivan sur certains points pour intégrer en fait les fonctionnalités qu'on a imaginées dans la partie gamification directement dans les outils no-code, faire des choix, etc. Donc ça, c'est des choses que je vais vous expliquer par la suite. Ivan, est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de dire sur cette timeline, vu que c'est toi qui justement as suivi quand même le projet de bout en bout? Oui, j'ai suivi. Je pense il faut noter, donc on a pu combiner nos deux expertises, mais surtout que côté client commanditaire, donc centre des jeunes dirigeants, on parlera de l'organisation, mais ça a été un travail collaboratif avec une équipe importante et des interlocuteurs qui ont pu changer en cours d'année, à la fois des membres, donc plutôt bénévoles qui ont pu, pour certaines personnes, apporter directement de l'expertise, du contenu et puis des envies et qui sont donc le public cible, qui sont représentatifs du public cible, mais aussi l'équipe permanente, donc salariée, qui a plus la vision fil rouge et ensuite organisationnelle. Donc là, on n'a volontairement pas fléché qui avait fait quoi, parce que dans tous les cas, c'était vraiment même pas à quatre mains, on était très très nombreux. Mhm. Et donc c'est aussi l'intérêt d'un projet en long cours comme celui-là, d'avoir eu ouais, cette dimension collaborative dont on pourra témoigner un petit peu plus tard. C'est effectivement une vraie particularité du projet où il y a de grandes différences en termes d'intervention par rapport à, par exemple, on travaille beaucoup avec des startups où généralement l'équipe est relativement réduite, il y a une personne qui est en charge de porter la vision, et ici, du coup, c'était quelque chose de beaucoup plus collectif et collaboratif, et c'est vrai que c'était intéressant à vivre, du coup. Et il faut mentionner donc Céline Foissé, qui est pas là aujourd'hui, mais qui est la graphiste et directrice artistique, quand vous verrez quelques visuels. Donc, on peut même ajouter voilà, une autre intervenante externe qui a apporté, on va dire, la touche finale. Et donc, une partie des visuels que vous verrez sont liés à son travail visuel. Ouais, complètement. Du coup, pour faire un rapide sommaire du webinaire, on va vous parler déjà un peu plus concrètement du projet, en quoi il consiste, comment fonctionne le CJD, ce genre de choses. Ensuite, on va rentrer sur plutôt l'approche gamifiée, donc comment on a travaillé cet aspect-là pour rendre la plateforme engageante. On va passer ensuite sur une partie, on va plutôt parler de nos codes. Donc, Ivan nous présentera les différents outils choisis, les raisons, les contraintes, etc. Ça va nous permettre ensemble de faire un bilan de ce projet, de ce qu'on en a pensé, de ce qu'on pourrait faire mieux maintenant qu'on a cette expérience après un an de projet. Et on pourra voilà, échanger tout simplement, faire un petit question-réponse pour voilà, répondre à vos questions si vous avez des questionnements, si vous avez des projets de no-code, si vous avez envie d'intégrer de la gamification, etc. Donc voilà, c'est le programme. Et du coup, comme ça, on arrive gentiment à 14 heures et on vous libère pour le reste de la journée. Donc voilà, je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet et de parler du projet. Ivan, je te laisse Oui. sans doute présenter. Oui.
Donc c'est parti concernant donc le carnet de bord de la performance globale du Centre des jeunes dirigeants. Donc l'association, le mouvement Centre des jeunes dirigeants souhaitait encourager ses membres à mettre en œuvre une stratégie de responsabilité durable sur le plan économique, social, sociétal et environnemental. Donc ça va au-delà de ce qu'on appelait jusqu'à récemment la RSE. L'idée c'était une approche de mise à disposition de ressources et de partage de bonnes pratiques. Donc un outil de gestion des connaissances, de formation, de sensibilisation, de partage des connaissances. Donc, en s'adressant aux membres de ce mouvement, les jeunes dirigeants et dirigeantes, on s'adresse à des gens qui sont très autonomes, ils sont dirigeants, chefs d'entreprise, autonomes, mobiles, assez pressés, ils sont soit vraiment en solo, électron libre, soit engagés en local, dans leur section locale, dans des commissions, donc des projets au long cours avec des rencontres mensuelles comme les commissions START, qui sont la déclinaison territoriale de la formation à la performance globale. Donc, potentiellement, on s'adresse à une audience de plus de 5600 personnes. Et l'idée, c'était de succéder à un ouvrage publié en 2014 qui faisait plus de 200 pages et donc qui était disponible en e-book et en version imprimée, et donc de basculer sur une plateforme en ligne avec pas mal de dimensions collaboratives, contribution avec ce qu'on appelle donc en digital learning le user-generated content, de ne pas proposer un outil figé, mais vraiment une plateforme évolutive où même les destinataires, les cibles puissent contribuer, partager leurs bonnes pratiques et pourquoi pas interagir entre pairs, en tout cas se retrouver dessus. Le produit, donc je suis à la case 3 en bas, donc c'est une plateforme no-code modulaire, accessible sur ordinateur et smartphone, donc conçue en priorité pour l'ordinateur, mais responsive design, personnalisable aux couleurs du Centre des jeunes dirigeants, rapide à développer, notamment dans l'intervalle de la mise en place d'un intranet avec une refonte plus lourde sur 2 ans, parce que c'est une organisation qui a aussi une problématique, un système d'information très développé par ailleurs. Et l'idée, c'était aussi de pouvoir le mettre en main de l'équipe permanente, donc quelque chose de simple à maintenir dans la durée, avec une petite couche de formation des équipes. Et pourquoi pas exemplaire en termes de sobriété, c'est-à-dire de proportionner les moyens à nos fins. Et si on parle de performance globale, de ne pas forcément partir sur un site web ou une plateforme lourd. Et pour finir, donc, ce qu'on veut permettre à nos utilisateurs de faire, le job to be done en design thinking, donc c'est s'informer, se former, s'orienter et se positionner sur des thèmes, donc casser la linéarité des plateformes de formation classiques en ligne qu'on appelle les Learning Management System ou LXP, LMS, etc. Et surtout qu'ils passent à l'action, donc les encourager à élaborer un plan d'action, une to-do list pour pas simplement qu'ils aillent consommer du contenu, mais qu'à travers les outils qui leur sont mis en main, les exemples, les bonnes pratiques, ça les incite à mettre en place dans leur structure la performance globale à court, moyen et long terme. Et donc, pour finir, c'est une plateforme qui est ouverte aux témoignages, au retour d'expériences individuelles et collectives des membres et localement. J'ai essayé vraiment de vous résumer la chose. Si vous avez des questions de toute façon sur le projet, n'hésitez pas à mettre chat, on répondra soit à la volée si c'est facile de faire le switch, ou sinon on gardera la question pour un peu plus tard. Mais en tout cas, c'était effectivement donc un projet assez ambitieux. Et vraiment, du coup, sur le volet pédagogique, il y avait déjà plein de contenus qui étaient existants, donc sous la forme de contenus dispo en e-book ou en version papier. Le Et en ligne, CJD voilà, et d'autres plateformes, est en voilà, tout ligne, à fait. ce qui faisait pas mal de choses, et effectivement, volonté de réunir tout ça du coup sur une nouvelle plateforme. Et donc, Euh, oui, voir un petit peu les personnes à qui on s'adressait. Donc là, j'ai remis les 5600 membres et quelques. Donc, ils sont éparpillés sur le territoire français métropolitain, mais aussi à l'étranger, dans des sections et des régions donc de pays francophones. Je crois que c'est 17 pays en tout. Au niveau national, donc les membres volontaires peuvent rejoindre en fait des comités de pilotage nationaux qui sont des groupes de travail thématiques avec l'idée de produire de la connaissance partagée et de l'expertise, et aussi d'influer sur une certaine vision de l'entreprise au XXIe siècle. Et donc, ce qui est une vraie force, ce qui était vraiment un point d'appui pour nous dans le projet, c'est qu'on avait des personnes convaincues au sein même des instances, et notamment du comité de pilotage performance globale, par le no-code, et qui étaient vraiment désireux d'apporter cette dimension-là, donc cette modalité-là dans la solution.
et de travailler en intelligence collective avec du prototypage et toujours des décisions collégiales, et d'où l'intérêt de prototyper par boucle d'itérations successives et de rapidement pouvoir montrer des choses et d'ajuster. Ou après, je pense à Alexandre, où c'était pareil au niveau de l'atelier d'idéation sous forme de design sprint. C'était vraiment d'incorporer les retours en continu des utilisateurs, à la fois par leur expertise et aussi parce qu'ils sont bénéficiaires finaux. Le tout orchestré par les personnes de l'équipe permanente, donc notamment Christelle Didier, qui est présente aujourd'hui, responsable du programme RSE, mais aussi avec des points d'appui plus techniques ou communication ou juridiques, comme auprès du responsable du pôle digital, Rémi Birambeau, etc., qui font le fil rouge sur le projet. Bref, une belle équipe pour réaliser le projet. Alors, petite démo de la plateforme, j'ai peut-être besoin de cocher quelque chose pour vous permettre d'avoir le son. Il Je n'y vais a pas de son, regarder c'est ça. volontaire. Ah oui, c'est bon, parfait. Je lance, vous me dites si vous voyez bien, sinon je pourrais toujours faire autrement. Mais du coup, l'idée, c'est de faire une petite démo de à quoi ressemble donc la plateforme avant de rentrer plus en détail sur la gamification et le no-code. C'est très rapide et comme ça on peut commenter, mais je vous laisse regarder. Ce qui est très marrant du coup pour nous, côté feedback, c'est de voir les évolutions. Du coup, vous le verrez un petit peu aussi via les slides du webinaire, mais les évolutions que la plateforme a pu prendre, notamment en termes de visuel, c'est très chouette. Donc, il faut vraiment imaginer un manuel, mais qu'au lieu de feuilleter, donc on va rentrer par 3 portes qui sont des grandes parties, et ensuite, voilà, à travers une arborescence, un ensemble de thèmes classés par niveau, pour aller consulter donc du contenu essentiellement écrit et des liens, donc pas de vidéo finalement, ce qui est aussi très sobre comme format. Et là, vous avez le formulaire du plan d'action, donc au fil de la lecture, avec la possibilité, si vous optez pas pour un outil personnel, de compléter directement un- à la manière d'une to-do list, donc un plan d'action. Et donc là, on était au niveau donc, du contenu du carnet de bord, et en plus de ça, donc un ensemble de ressources sont mis à disposition sous forme de références bibliographiques, webographiques, et des possibilités de témoigner. Donc là, si je veux déjà témoigner, donc j'ai un formulaire pour soumettre un retour d'expérience et argumenter pourquoi ça mériterait de figurer, de venir enrichir le carnet de bord. Et après, les ressources qui ont déjà été identifiées, sélectionnées par les équipes du comité de pilotage, on les retrouve là. Et on revalorise, donc l'idée c'est de s'appuyer aussi sur l'existant, des initiatives qui ont déjà été documentées au sein du CJD, comme là, donc les pépites qui sont vraiment des retours d'expérience très détaillés et issus des membres sur les territoires. Le lien avec les objectifs de développement durable. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire la synthèse que la performance globale s'appuie sur des référentiels, donc comme les objectifs de développement durable de l'ONU. Donc là, ça renvoie vers la documentation officielle, donc quelque chose qui est. Et les normes ISO 26000, donc ça, c'est par rapport à la RSE telle qu'elle est normalisée. Et donc, dans l'onglet plan d'action, on retrouve sous forme de carte dans un Kanban, et après une liste qui permet de retrouver dans quelle partie on était. Et donc, on peut faire avancer l'état de ces cartes. Donc, pour les personnes qui veulent fonctionner sur un petit Kanban comme un Trello, c'est en solo, mais il y a cette possibilité. Et ensuite, éventuellement, d'aller retrouver comme un onglet, un marque-page, la ressource et la page où on s'était arrêté. Donc, c'est vraiment un aperçu rapide. Mais ça permet d'avoir une idée un petit peu de ce dont on va parler par la suite et d'avoir un peu quelque chose de final aussi. Alors hop, je vais juste passer à la slide suivante. Du coup, maintenant que vous avez une vision un peu plus claire de la plateforme qu'on a pu construire du coup pour le CJD, l'idée c'est de parler un petit peu plus de l'approche gamifiée. Comment on a imaginé ça pour engager euh, les jeunes dirigeants du coup sur la plateforme, parce que vous le savez bien, mais quand on crée des formations ou des plateformes de façon générale, bah, un des problèmes c'est d'engager dans la durée, parce que là
on a un parcours qui est relativement long, il y a énormément de contenu disponible, il va falloir Mm. réussir à se les approprier, à parcourir le contenu, à choisir, on va dire, son chemin pour voir les contenus qui sont les plus importants pour nous en tant que jeunes dirigeants. Et du coup, on va parler un petit peu de tout ça dans cette catégorie-là. Et Ivan, je laisse Mm. commencer du coup. Donc moi, j'ai découvert que je faisais de la gamification sans le savoir parce que dans mon approche du digital learning, ce qui est clé, c'est le design d'expérience. Et donc, c'est une approche centrée apprenant qui est vraiment imprégnée par les outils et les méthodes issues du design thinking et du design UX. Et donc, typiquement, le User Journey Map, il a été détourné dans cette approche en Learner Journey Map pour vraiment s'interroger sur comment on amène des personnes en situation donc d'information et de formation dans une expérience en ligne, sachant que le plus dur, c'est presque pas de les faire venir et qu'ils s'inscrivent, mais c'est que ça les convainque suffisamment pour qu'ils aient envie de revenir, puisque moi, depuis que j'ai créé Learning Animals, je m'intéresse vraiment aux nouveaux usages de formation, apprentissage en ligne et dans l'auto-formation. Donc là, sur la partie en solo de l'expérience, ce qui est très difficile, bah, c'est pour ces personnes comme vous et moi, en fait, de dégager le temps et d'aller se former en ligne, puisqu'on peut le faire n'importe quand. Mais du coup, c'est quelque chose qui est facile à repousser dans le temps. Donc, ce qui a émergé assez vite dans la phase d'analyse au niveau vraiment de l'analyse d'ingénierie pédagogique, avant même qu'on parle d'outils no-code, c'était qu'en fait, le sujet de la performance globale et l'approche qu'on avait donc jalonnée à travers différentes clés d'entrée, le centre des jeunes dirigeants, tout le travail qu'avait fait ce comité de pilotage, c'était que c'était très propice au storytelling et que déjà, on a fait l'expérience durant une réunion de tester avec des mots-clés l'univers de la randonnée, de la marche à pied, du sac à dos permettait très vite à toutes les participants, dans leur diversité, de se projeter et commencer à voir que ça allait être un cheminement. Et à partir de là, il y a vraiment quelque chose de fort qui s'est noué. Et dans cette approche, ça a permis de souligner très vite que la première étape, donc l'onboarding, l'embarquement dans l'expérience, allait être crucial pour l'adoption de la plateforme dans la durée, favoriser donc le retour des participants. Et donc, dans les pistes, les leviers d'engagement, donc vraiment au niveau de l'ingénierie pédagogique numérique, ce qui avait été identifié à ce stade-là, c'était un quiz d'auto-positionnement. Il y avait déjà des gens qui poussaient beaucoup là-dessus pour ça au sein même du comité de pilotage du Centre des jeunes dirigeants. Éventuellement pousser des actions collaboratives et témoignages ou retours d'expérience, ce qui en plus peut en ligne se faire très facilement par des formulaires, soumettre, partager des ressources. Donc pour vous dire voilà que ça c'était designé et à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'est intervenu donc je vais passer à nouveau la balle à Alexandre, bah, tout le travail sur la gamification et à travers un sprint auquel j'ai eu quand même la chance d'assister. Du coup, exactement, en fait, nous, quand on intervient habituellement sur des projets, généralement, il n'y a pas forcément d'autres personnes, en tout cas d'autres personnes extérieures qui interviennent sur le projet. Et donc, il y a tout un travail un petit peu de cadrage à faire, qui là, donc, avait déjà été amorcé à la fois par directement le CJD, hein, vu ils ont pas mal travaillé sur le projet en amont, et par Ivan, du coup, notamment avec ce qu'elle a pu vous montrer juste avant. Et donc, nous, on est intervenu suite à ça pour essayer de pousser en fait plus loin les réflexions autour de l'engagement et de la gamification, en s'appuyant sur ce qui avait déjà été un petit peu travaillé. Euh, sur ce genre de projet, généralement, on intervient sur un format qu'on appelle le gamification sprint, mais qui est en fait une version un peu détournée et améliorée avec nos outils pour traiter la gamification sous la forme du coup d'un design sprint. Donc un design sprint, grosso modo, c'est réunir les bonnes personnes autour d'une ou plusieurs tables et en fait travailler ensemble sur une série d'exercices guidés qui sont assez précis. Alors, il y a des exercices qui reviennent assez souvent, mais bien sûr, il y a besoin de faire de la préparation un peu en amont pour qu'on soit sûr de faire les bons exercices pour faire avancer la réflexion de façon pertinente. Et le but, du coup, en 2 jours, c'est tout simplement en fait, de recadrer un peu les objectifs qu'on a, notamment vis-à-vis de la gamification. Qu'est-ce qu'on a envie que les utilisateurs fassent? C'est quoi les objectifs d'engagement? Qu'est-ce qui se passe si on ne les atteint pas? Ce genre de choses. On va travailler beaucoup le public, parce que forcément, si on cherche à engager quelqu'un, il faut comprendre ces personnes-là, quelles sont leurs motivations ou leurs freins. Et on a pas mal de phases de prototypage, et du coup, notamment, on a pas mal utilisé le no-code pour nous aider à prototyper ça, donc je vais vous en parler ensuite.
Ce qui était assez intéressant, c'est que on a fait donc ce design sprint sur 2 jours avec donc des personnes qui en fait ont déjà l'habitude de faire des projets collaboratifs et c'était quelque chose du coup qui était assez enrichissant parce que forcément bah, ça permet de gagner du temps sur certaines étapes où normalement on aurait besoin d'expliquer les intérêts du collaboratif, comment ça se passe pour prendre des décisions, etc. Et en même temps sur d'autres sujets, euh, la prise de décision, du coup, est différente de certains sprints, où, comme je le disais, pour une startup, souvent, il y a un dirigeant qui va porter la vision. Ici, là, du coup, on avait une prise de décision qui était beaucoup plus collégiale, et donc qui pouvait, dans certains cas, prendre plus de temps s'il y avait des sujets un peu complexes à décider. Donc, format très intéressant, le gamification sprint, dans ces cas-là. Et du coup, moi, ce que je vais vous présenter dans cette partie-là, c'est un petit peu ce qu'on a fait, essayer de vous partager un peu mon retour aussi par rapport à tout ça. Donc, comme je vous le disais, dans le gamification sprint, un des premiers points, en fait, c'est de se questionner un petit peu sur quels sont les objectifs qu'on a envie d'atteindre grâce à la gamification. Et donc, on a passé un bon moment, le premier jour, le matin, à essayer de reformuler les objectifs, les prioriser, se mettre d'accord pour être sûr d'avoir quelque chose qui soit pertinent et concret. Et c'est vraiment important parce que ces objectifs-là, en fait, vont nous guider sur la réflexion pendant tout le reste, à la fois du sprint, mais aussi en fait, du développement de l'outil, tout simplement. Donc, les objectifs de gamification sur lesquels on est arrivé au bout d'un certain moment, donc c'est comment rendre l'expérience accessible, concrète et guidée, comment relier une démarche individuelle et la force du collectif? Parce qu'effectivement, comme vous l'avez vu, finalement, les personnes, quand elles se connectent sur la plateforme, bah, elles sont souvent toutes seules, mais pour autant, le CJD est un collectif, donc comment on fait pour voilà, créer des liens entre ces deux aspects-là? Et comment donner envie de s'engager dans la performance globale de façon générale? Parce que le sujet est vraiment celui-là. Le but n'est pas juste d'apprendre euh, des éléments, on va dire, théoriques sur la performance globale, mais bien de la mettre en pratique et d'engager son entreprise, vu qu'on est jeune dirigeant, dans cette démarche-là. Donc voilà les objectifs qu'on a pu établir. Et l'autre volet, on va dire, important à cadrer dès le départ, c'est le public cible, en fait, qui il est, quelles sont ses caractéristiques. Donc là, vous avez quelques éléments d'un persona qui représente un petit peu le jeune dirigeant, voilà, membre du CJD. Euh, Ce qui est important du coup à noter dans les éléments, c'est notamment bah, forcément c'est des personnes qui ont donc monté leur boîte ou qui sont à un rôle de direction et qui sont généralement du coup assez occupés, qui ont donc des contraintes de temps, qui ont envie d'avancer vite, mais en même temps, s'ils sont au CJD, c'est forcément parce qu'ils ont envie de prendre du recul, voir comment d'autres personnes avancent sur leurs propres projets d'entreprise, etc. Donc c'est quelque chose qui pose déjà quelques contraintes. En plus de ça, on s'est intéressé au levier d'engagement. Donc, je peux montrer déjà les visuels, hein, mais on s'est intéressé donc au levier d'engagement. J'en parle dans d'autres vidéos sur la gamification. Donc vous pouvez regarder si vous avez envie d'autres replays qu'on a sur notre chaîne YouTube. Mais on s'est questionné sur quels sont les leviers d'engagement qui vont être les plus pertinents à utiliser pour engager les jeunes dirigeants. Forcément, il y a plein de types de jeunes dirigeants différents. Et on a travaillé ça avec les personnes à cartes, qui sont du coup un jeu de cartes qui permet de prioriser un petit peu les leviers d'engagement en se posant des questions avec différentes phrases. On fait un peu de jeu de tri de cartes et de classement. Les leviers principaux, du coup, qui reviennent le plus, c'était compétences et maîtrise, influence sociale et créativité et autonomie, donc des leviers d'engagement finalement qui sont plus orientés autour de la motivation intrinsèque, l'envie de progresser, de s'améliorer, ce genre de choses. Donc c'est des éléments qui sont assez intéressants parce que ça va permettre de créer de la motivation sur la durée. Par contre, ça peut être un peu moins évident de mettre en place du coup ces leviers-là pour faire de la motivation à court terme et les inciter à faire des premières actions. Donc, j'en parlerai un petit peu sur ce qu'on a imaginé par la suite. Pour réussir à créer ces personas, on s'est bien sûr beaucoup appuyé sur la connaissance des jeunes dirigeants via les membres du coup du collectif. Et on a pu échanger avec quelques jeunes dirigeants qui étaient présents aussi, qui n'étaient pas nécessairement donc, dans le design sprint, mais qui étaient présents sur place pour essayer de questionner un petit peu voilà, certains leviers d'engagement et les solliciter de façon générale sur certaines idées qu'on avait pendant le sprint. Donc voilà, comme je vous disais, on a utilisé différents outils pour se questionner sur tout ce qui était motivation des personas. On a d'autres outils maintenant qu'on aurait pu aussi utiliser, mais à cette époque, du coup, on avait principalement utilisé les personnes à carte pour faire ce travail de priorisation, sachant qu'après, ça nous aide simplement à prioriser des idées de gamification
et qu'ensuite, de toute façon, il y a besoin d'aller confronter le projet aux utilisateurs pour s'assurer qu'on fasse bonne route. Donc, une fois qu'on a recadré un petit peu les éléments importants pour avancer sur la gamification, euh, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on sort les gamificards et qu'on fait un atelier de brainstorming. Donc, en fait, on a pu distribuer des gamificards à chacun des participants au design sprint et prioriser forcément les leviers d'engagement, du coup, qui étaient les plus importants pour essayer de générer des idées qui soient directement plus pertinentes que si on avait pris juste des idées, on va dire, lambda de gamification. Donc, phase d'idéation assez classique, tout le monde génère ses idées dans son coin, et ensuite on fait des phases un peu de partage d'idées, et on se retrouve avec plein d'idées. Du coup, ce qu'on fait pour essayer de se retrouver avec juste 50, 60, voire 100 idées d'un coup et pas savoir trop quoi en faire, bah, on est obligé d'essayer de reconverger et de faire en sorte d'avoir quelque chose d'un peu concret, de présentable. Et du coup, notre objectif à ce niveau-là, c'était de faire des storyboards. Donc, les storyboards, c'est tout simplement des outils qui permettent de raconter des histoires. Le but, c'est d'associer à la fois dessin, un peu d'écriture, et de faire du coup un scénario en plusieurs étapes de façon linéaire. Donc là, vous avez 2 exemples de storyboard, donc chacun des participants en a fait un, et ça nous a permis en fait de voir comment concrètement certaines des idées de gamification allaient pouvoir s'implémenter dans la plateforme, ou même à côté de la plateforme, puisqu'on peut très bien imaginer ça autour par exemple de la commission Start qui du coup fait progresser également les JD sur la question de la performance globale, ça peut être sur des questions de communication, etc. Bref, on a essayé de mettre ça en forme pour avoir quelque chose de concret. Et ça nous permet aussi du coup de comparer, de regarder s'il n'y a pas des idées qui reviennent à chaque fois, d'autres qui sont peut-être un petit peu farfelues, mais qui en fait on se dit ah tiens, il y a vraiment un truc, effectivement, il faudra les intégrer dans le storyboard un peu comment dire commun qu'on a construit ensemble. Il y a Mickaël qui dit heureusement il y a eu un peu de graphisme depuis, effectivement, chacun a son niveau un peu en dessin. C'est pas forcément, comme vous le voyez, les dessins sont assez basiques, mais ça suffit pour faire quelque chose de compréhensible. Après, bien sûr, pour faire une synthèse, on va dire commune, c'est bien d'avoir quelqu'un qui a une petite patte graphique ou qui sait faire un peu de storyboard. Et Miguel s'est formé effectivement depuis à tout ça, vu que c'était quelque chose qui revenait quand même pas mal sur les design sprints qu'on faisait. Donc l'idée avec tout ça, c'est que je vous présente quelques idées qu'on a pu voir dans notre design sprint, ce qu'on en a fait, et voilà, discuter un petit peu de tout ça. Les bonhommes bâtons, c'était avant. Ouais, ça fonctionne toujours, hein, les bonhommes bâtons basiques, c'est bien, hein. Moi, j'aime bien les bonhommes bâtons. Du coup, première idée, l'univers de la marche à pied, donc Ivan en a déjà parlé, effectivement, c'était quelque chose qui était déjà présent en amont du design sprint. L'idée donc de faire corréler la performance globale avec une randonnée qui pourrait avoir plusieurs niveaux de difficulté en fonction voilà, de où on en est en tant que jeune dirigeant dans ce sujet-là. Et on a du coup pu recreuser un petit peu, profiter en fait du design sprint pour se reposer la question de est-ce que c'était pertinent, est-ce que c'est quelque chose qui va motiver, est-ce que c'est quelque chose aussi qui fait l'unanimité, ou est-ce que c'est juste quelques personnes au niveau du groupe de travail qui avaient envie de ça et puis les autres non, etc. Donc c'était assez intéressant parce que ça a été vraiment une décision rapide et unanime, et il y avait vraiment cette idée du coup de mettre le focus voilà, sur tout ce qui était randonnée, marche à pied, etc. Et de faire le parallèle du coup à chaque fois entre les aspects de la performance globale et donc ceux de la randonnée. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet en fait d'habiller et de rendre ça plus engageant, la performance globale, en pouvant raconter en fait tout simplement une histoire autour de ça. L'idée numéro 2, qui est assez proche de la numéro 1, c'est de mettre vraiment du coup la narration au cœur de l'expérience, et donc on a pu acter ça à nouveau. Et cette fois-ci, pour s'aider, on a sorti un autre jeu de cartes, alors pas les feeling cards qui sont sur la photo dans leur boîte, mais bien les cartes Fabula, qui sont un jeu de cartes qui permet de en fait, travailler la narration d'une expérience, même créer des scénarios potentiellement de séries, de films, etc. C'est un jeu de cartes qui est assez complet, comme vous le voyez, plein de post-it. L'équipe a vraiment été prolifique à ce niveau-là. Et donc ça permet de travailler le vocabulaire, de travailler un peu la mission des utilisateurs, les difficultés qu'ils vont rencontrer. En fait, pas mal de choses. Peut-être que si vous avez des questions sur Fabula plus tard,
je laisserai la parole à Mickaël, vu que c'est lui qui a animé cette partie-là, mais vraiment un outil très intéressant pour questionner cet aspect narratif dans l'expérience. Idée numéro 3, qui était pas mal connectée aux deux premières, au final, on s'est dit, vu qu'on a envie de raconter une histoire, vu qu'on a envie de parler de randonnée, de balade, en fonction des niveaux de difficulté, on a envie de faire en sorte que le contenu se débloque au fur et à mesure pour pas surcharger les utilisateurs, mais en même temps, on a envie de les laisser libres d'explorer. Comment on fait ça? Est-ce que ce serait pas intéressant de créer une sorte de carte en 2D où les utilisateurs du coup puissent se déplacer et donc débloquer des éléments. Donc c'est quelque chose qui nous paraissait assez intéressant. Là, vous reconnaissez peut-être si vous avez l'habitude d'utiliser cet outil, ça fait penser un peu à Klaxoon avec les parcours qui permettent voilà, de se déplacer, etc. Et en fait, on s'est rendu compte assez vite, et c'est là aussi l'importance du design sprint, hein, c'est d'avancer sur des idées et de voir si elles sont faisables ou pas. C'est en fait assez vite rendu compte que c'était relativement incompatible avec les outils qui avaient déjà été sélectionnés pour avancer sur le projet pour d'autres raisons. Et du coup, bah, parfois, voilà, il faut faire des choix, et notamment sur le volet, on va dire, ressources et facile à utiliser sur, je sais pas, par exemple, un smartphone un peu vieux, des trucs comme ça, je pense que ça aurait été quelque chose qui aurait été assez compliqué. Et donc, c'est une idée qu'on a poussée un peu, mais qui finalement a été abandonnée tout simplement par manque de compatibilité avec les autres choses qu'on avait envie de faire sur cette plateforme-là. Enfin, une idée qui était déjà un petit peu présente également dans la réflexion, c'était comment on fait pour guider les utilisateurs sur leurs premiers pas sur la plateforme, parce que, comme je vous le disais, d'un côté, on a énormément de contenu, d'un autre, on a des personnes qui sont encore novices sur la performance globale quand elles s'inscrivent potentiellement sur la plateforme et qui, du coup, ne savent pas ce qu'il faut prioriser par rapport à leur projet. On a des leviers d'engagement qui sont utiles pour motiver les personnes, mais qui sont plutôt des choses qui engagent sur la durée, pas forcément dès le début. Donc, comment on fait pour guider les premiers pas et faire en sorte que ça se passe bien et que bah voilà, on soit directement accroché et qu'on a envie de continuer à monter en compétence sur la performance globale. C'est un bon sujet. On a passé pas mal de temps sur le design print à réfléchir à tout ça. Et effectivement, une idée qui a survenu, c'était faire un questionnaire d'auto-positionnement, et c'était relativement compliqué de discuter en fait du questionnaire. Qu'est-ce qu'on met dedans, quels résultats on affiche. Il y avait pas mal de questions en fait qui se sont posées, et du coup, pendant qu'il y avait le débat, qui était du coup animé notamment par Mickaël, du coup c'est l'intérêt aussi d'être à plusieurs sur un design sprint, moi en fait j'ai fait un prototypage live sur Typeform de à quoi ça pourrait ressembler. Et du coup, on a pu voir de suite ce qui plaisait ou pas aux personnes qui étaient présentes dans le sprint, et on a pu itérer à partir de ça pour arriver du coup jusqu'au résultat voilà, qu'on a actuellement. Mais on a vraiment prototypé en live dans le design sprint pour en fait prendre des décisions plus facilement, pour parler de quelque chose qui était plus concret que bah, voilà, quand on discute, chacun a un peu sa représentation et c'est pas forcément facile de la transmettre. Donc le fait de faire du prototypage, ça facilite cet aspect-là. Une petite vidéo à nouveau pour vous montrer d'autres aspects de la plateforme. Donc à nouveau sur le son, donc la première fois que quelqu'un se connecte avec un email de membre de CJD, il est ou elle est invité à compléter son profil avec des champs obligatoires ou facultatifs. Donc s'identifier par rapport à sa position dans l'association, éventuellement si la personne est déjà impliquée dans une commission. Et ensuite, c'est là que se débloquent pour le coup des éléments de la plateforme, notamment la possibilité d'accéder au carnet de bord, mais aussi de faire donc ce quiz que vous voyez en accéléré, parce qu'il fait 7 minutes, qui a été reparamétré, donc inspiré du prototype de Typeform. Il a été co-conçu, alors pas par moi je l'ai juste intégré. Il a été retravaillé par un bénévole, donc Mouradoumir, donc du CJD avec Alexandre et son équipe. Et en fait, donc, on voit déjà que c'est du no-code modulaire puisqu'il est intégré pour permettre ce genre d'interaction donc directement dans la plateforme. Et donc là, l'idée, c'est de faire un choix. Donc comme les thèmes sont brassés, mélangés, un peu comme dans un jeu de cartes, ça repose sur l'intuition et ça va faire la somme du nombre de clics, puisque c'est par rapport à 30
thèmes qui eux-mêmes sont découpés en 3 niveaux. Ça fait potentiellement 90 items ou clés d'entrée. Là, la personne doit plutôt dire sa préférence dans des paquets de 4 et va recevoir les résultats. Donc les résultats vont être accessibles de 2 manières. Par email, donc qui est une forme de publi-postage qui se génère automatiquement depuis Tally, mais ça va être ensuite réinjecté au niveau du profil. Donc, sous le formulaire, on indique que c'est disponible dans le profil et de toute façon, si la personne revient modifier son profil, elle aura la trace de ses résultats. À partir de là, ça lui permet de rentrer, de pas forcément commencer par le thème 1, mais d'aller directement dans l'axe phare, le sujet qui est le plus stratégique pour lui ou elle à un court moyen terme. Exactement. Et du coup, effectivement, il y a eu plein d'itérations différentes et c'était assez intéressant de voir voilà, ce que ça donne à la fin après autant d'itérations. Ivan, je te laisse parler un petit peu Oui. du choix du no-code du coup. Oui, donc amis néophytes, n'ayez pas peur de la technique puisqu'on va pas en faire. Donc pour vous dire que le point de départ, ça a été vraiment influencé par la maquette de l'interface que le petit pilotage du CJD avait déjà conçu. Donc je vous la montre d'assez loin, mais donc on a un système en partie avec des axes qui sont des grandes compétences transverses. Et au départ, il devait y avoir potentiellement une 50aine de thèmes. Bon, ça a été réduit par la suite à une 30aine, donc environ 10 par partie, et beaucoup de ressources en lien. Et donc moi, j'ai travaillé à partir de masques et de choses qui avaient été pré-prototypées. Et donc, pour que vous voyez il y avait quand même cette attente de présentation de texte à l'écran avec une navigation vraiment extrêmement structurée. Si on passe du coup à la slide suivante, on peut voir en exemple que cette architecture, donc en arborescence, dans une partie, j'ai une dizaine de thèmes. Dans chaque thème, je vais avoir un certain nombre donc par 3 niveaux, des axes et du contenu. La question, c'est c'était pas disponible au début. Donc, ce que vous voyez à droite là qui s'anime, il y avait cette page de plan de contenu. Et donc, en février 2022, le contenu n'était pas rédigé et il a été par vague au printemps et courant d'été. Donc, en même temps, il fallait donc réfléchir à comment allait être saisi ce contenu qui est du texte et pas de la vidéo comme on fait souvent en digital learning, enfin, qui est très axé audiovisuel. Mais vous me voyez venir avec mon histoire de publi-postage. En fait, l'idée, c'était aussi, est-ce que moi, dans ma mission, je me récupérais de la saisie ou est-ce qu'on met en place quelque chose d'intelligent, non pas pour l'automatiser, mais pour la faciliter. Ensuite, le sujet des liens, c'est que en plus d'avoir ces contenus de texte, de pistes d'action et de théorie qui est transmise, qui est à travers cette plateforme, l'idée, c'était aussi à un moment donné de pouvoir pointer sur des liens externes et du coup aussi réfléchir à comment les membres allaient pouvoir eux-mêmes et elles-mêmes injecter des contenus, donc plutôt sous forme de liens qui renvoient vers des ressources. Donc on voit que beaucoup de textes, beaucoup de liens, comment faire. Donc à partir de la page suivante de la présentation, on va voir comment ça a pu s'articuler. Donc je te laisse avancer la slide, voilà. Ça voulait pas passer. Ouais, c'est peut-être lourd. Donc, je parle d'application publi-postée, c'est donc pour savoir, mais là, vous allez avoir un exemple concret. On dissocie l'application en deux. Donc, en back-office et une partie que ne voient pas les participants, on a donc Airtable comme outil open source de base de données relationnelle. J'ai indiqué, donc en plus, elle était versatile. Pourquoi? Parce que on peut avoir différentes vues, donc pas seulement un tableur avec des cellules à l'interface de colonnes et lignes, quelque chose qui à la lecture et peut être indigeste et beaucoup de gens sont allergiques, mais on peut générer des vues plus élégantes, notamment donc des vues formulaires qu'on peut ensuite réintégrer via des liens URL. Donc là, toute la saisie du texte, parce que j'ai pas fait le calcul, mais vous voyez que si le plan du carnet de bord fait 7 pages, moi je pense qu'en équivalent texte, on doit être à peu près à 200 si on l'imprimait sur un Google Doc ou un Word. Et donc en fait, la saisie qui de toute façon a été travaillée sur des Google Docs, ensuite, j'ai pu la formater via une série de formulaires et laisser les rédactrices faire la saisie et me contenter, moi, d'être en contrôle qualité et vérifier que ça rentrait bien dans la base. Par ailleurs, donc, les outils no-code souvent proposent des offres attractives pour les associations, voire les organismes à vocation éducative. Donc, on a identifié en termes technico-économiques que ça pouvait être intéressant de les solliciter sous cet angle pour avoir une remise.
Et Airtable, par rapport à d'autres outils ou même la base de données native dans Glide, permet quand même un pilotage quantitatif grâce aux extensions pour faire des tableaux croisés dynamiques. Donc, désolé pour la technique, mais l'idée, c'est que c'est une base qui permet de ressortir des données et d'identifier, par exemple, tous les mois, combien de personnes se sont inscrites, combien de formulaires ont été soumis, combien de quiz ont été faits, et assez facilement de faire des synthèses visuelles ou en tout cas un pilotage. Et donc, la base permet vraiment de nourrir toute l'observation, l'analyse qu'on peut faire en cours de projet, y compris supprimer des doublons, identifier des faux profils, ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment le bac. Et avant de passer à Glide, l'autre intérêt de cette approche modulaire no-code, c'est que finalement, les données sont dans Airtable. Glide va servir à l'interface. On les branche ensemble, on crée certaines connexions et certaines règles, mais ça nous donne une forme d'indépendance, voire de souveraineté, au sens où c'est plus simple en termes de portabilité. Si demain Glide nous plaît plus, sur cette base Airtable, on peut brancher un software, on peut brancher autre chose. Ça va quand même nous donner une liberté, une indépendance, alors même qu'on découvre les outils, alors qu'on prototype, et que même ces outils sont très évolutifs. C'est un marché, dans le marché des logiciels en SaaS, le no-code, qui avance très vite, qui peuvent faire des grosses levées de fonds, mais ils peuvent aussi faire faillite et s'arrêter tout d'un coup. Donc c'est aussi intéressant d'être modulaire pour ces raisons de recherche de pérennité. Et donc maintenant, si on regarde sur Glide pour le front, donc la partie de l'interface de la plateforme, que vont voir très directement les participants. Là, on est sur un outil, donc le deuxième bloc de texte qui est long à passer, qui est Glide Page. Donc désormais, il n'y a plus de distinguo, mais à l'époque, on pouvait faire soit des pages web un peu responsives, soit des applications smartphone. Donc on a privilégié le format ordinateur pour de la lecture concentrée, et pour des dirigeants qui travaillent aussi sur ordinateur ensuite pour faire plan d'action, aller voir d'autres sources, etc. C'est léger, c'est responsif, et ensuite ça se branche assez facilement. Ça se synchronise alors en temps réel, même s'il est un peu lent, c'est un défaut, donc avec les données d'Airtable. Et on pouvait le personnaliser, mais dans une limite du raisonnable, c'est-à-dire qu'on a le choix, par exemple, d'une couleur de thème. On ne peut pas faire des fioritures, c'est pas aussi, ça peut pas être aussi beau qu'un WordPress ou élégant que d'autres outils no-code, mais il y avait un intérêt technique ou économique par rapport au tarif, et ça permettait vraiment de se poser des questions essentielles de design, d'expérience utilisateur, et de ne pas se perdre dans le détail des fioritures. Et c'est aussi pour ça que l'aspect visuel et esthétique a été traité qu'à la fin. Euh, et donc, vous allez voir ce que ça donne quand on prototype une première version. Page suivante, voilà, là c'est la version bêta, bêta, bêta. C'est moche et ça marche, mais l'idée c'était de faire la preuve du concept et de l'intérêt de ce postage, et de se rendre compte qu'on avait peut-être des étages dans l'arborescence qu'on pouvait faire sauter sans que ça nuise au sens et à la navigabilité de l'outil. Et donc, à partir du moment où le postage a pu fonctionner, on a travaillé, on a avec les contenus de la partie 1, et on a développé les différentes fonctionnalités, le plan d'action que vous avez vu. Il y a aussi un petit trombinoscope, d'autres choses dans d'autres onglets qu'on ne vous montrera pas. Mais du coup, pour que vous voyez qu'on part vraiment de quelque chose de très simple, mais c'est aussi un outil de collaboration et d'intelligence collective. Non, complètement, vraiment super important de faire du prototypage moche. Enfin, ça permet d'avancer et de gagner du temps. Petit bilan du coup de ce projet, même si on a envie de continuer forcément à le suivre et à voir comment voilà, il va vivre dans les mains du CJD. Euh, Quelques enseignements clés. Alors, je sais pas si tu veux en prendre certains, Ivan, ou si on les... Bah, oui, on a, enfin, peut-être les trois premiers. En fait, nous, on s'est rendu compte que la philosophie, elle était vraiment la même, quelles que soient nos disciplines et nos affinités. Donc, c'est vraiment de partir des utilisateurs et des utilisatrices et des usages qu'on veut favoriser. Ce qui a été très dur, c'était de parler un langage commun, alors même qu'on mobilisait quelque part les mêmes outils de design d'expérience. Donc ça c'est rigolo, et c'est aussi quelque chose qui doit vraiment être un sujet posé dans les réunions avec les clients, parce que sinon peut y avoir des malentendus. Et en tout cas, c'est vraiment, ça permet de clarifier quel est le vrai besoin d'aller gratter. Euh, et puis nous, vraiment, ce qui nous a reliés, c'était vraiment la dimension narrative
sur un sujet qui peut être abstrait ou intimidant comme la performance globale, on a réussi collectivement à créer cet imaginaire qui ensuite a trouvé sa traduction visuelle. Mais moi, je crois au pouvoir des mots et leur pouvoir évocateur. Donc ça, c'était vraiment des enseignements forts qu'on n'hésitera pas à mettre en avant sur des prochains projets. Et c'est vraiment un aspect qui ensuite a guidé la réflexion en fait sur pas mal de choses, notamment d'un point de vue gamification. Et c'est effectivement pas super intéressant quand ça se passe dans ce sens-là, parce que il y a toujours des moments où quand on veut ajouter un peu de narration dans un projet, il y a des personnes qui disent ah oui, mais on est sur un cadre professionnel, est-ce que ça va bien se passer, etc. Alors Mm, qu'en fait, forcément, si on avait commencé à parler de performance globale en disant il y a des aliens et puis il faut voyager sur des planètes ou je sais pas quoi, la narration n'aurait pas fait sens par rapport au message qu'on a envie de faire passer, au contenu mm, pédagogique. Mais là, si, et en tout cas, les retours, du coup, nous ont permis aussi bah, voilà, d'avancer dans cette direction-là. Et bon, les enseignements clés, on l'a remis ici, mais vraiment le fait de faire du quick and dirty, aller vite, faire des choses où on se préoccupe pas forcément de est-ce qu'on a mis exactement la bonne teinte de couleur ou des choses comme ça permet quand même d'aller plus vite sur quelque chose de fonctionnel, savoir si ça plaît ou pas, et ensuite on peut retravailler sur le volet bah, design graphique pour faire quelque chose qui au final soit beau et agréable, quoi. Dans youp, ouais, garder l'esthétique pour la fin, voilà, c'est ce que je disais oui, un petit peu. enseignement Si, clé. s'il fallait le redémarrer en 2023, ce projet, on s'est posé la question, parce que c'est toujours intéressant quand on a des projets un peu long cours comme ça, de réfléchir à ce qu'on aurait pu faire différemment. Alors, par exemple, Michael disait tout à l'heure qu'on fait des meilleurs dessins maintenant. Bon, effectivement, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont importantes pour nous? C'est un peu ce qui s'affiche là, et notamment, finalement, dans le design sprint, nous, un des éléments qu'on a discuté ensemble, c'est de se dire qu'on aimerait bien faire encore plus de live no-code, c'est-à-dire faire du no-code pendant le design sprint pour aller plus vite en fait sur les phases du prototypage et être Mm. plus vite sur des éléments concrets pour faciliter en fait la discussion. Donc ça, c'est un élément assez important. Il vient de parler juste avant de s'entendre du coup sur le vocabulaire de nos pratiques, parce qu'au final, on utilisait les mêmes outils, mais pas forcément appelés de la même façon, parce qu'on est sur des branches un petit peu différentes. Et un des sujets qu'on aurait voulu travailler davantage aussi, c'est le cadre éthique de Mm. la gamification. Comment faire en sorte que ce soit vraiment au service des utilisateurs et pas du coup utilisé de façon manipulatoire, etc. Alors Instrumental. forcément, Mm. voilà, instrumental. Forcément, il y a des choses qui font qu'on s'en éloigne, vu qu'on n'est pas à but mercantile de vendre des produits derrière ou des choses comme ça, où on jouerait sur le FOMO de biais cognitif. Mais il y a des questions peut-être à se poser là-dessus. Travailler encore plus tôt, main dans la main, parce que du coup, nous, on a intervenu un peu tardivement, on va dire, par rapport à d'autres projets, avec du travail qui était déjà présent, et du coup, ça aurait été plus simple pour nous, bah, en fait, d'être là dès le départ sur la phase de Mm. cadrage avec Ivan. Et après, bah, il y a des contraintes, peut-être, si tu as envie d'en parler sur le no-code ou des choses comme ça. Et Oui, tout après, à on fait. pourra Donc, reprendre. le vis-à-vis du no-code, je pense qu'il faut poser mais vraiment avec des gros sabots des choses dès le début sur le fait qu'on est dans un environnement mouvant. C'est pas le Far West, mais presque. Les outils peuvent être imprévisibles, autant aussi bien leur grille tarifaire que des fonctionnalités qui disparaissent, qui réapparaissent, qui sont nouvelles et parfois qui sont déployées sans prévenir. Donc, on peut se réveiller un matin et l'application a changé d'aspect parce que par défaut, des petites icônes se sont mises dans le menu. Et donc, par défaut, elles apparaissent, mais de façon tout à fait aléatoire. Donc, il faut vraiment avoir l'œil. Et nous, on a eu un sujet qui était de poser pendant pas mal de temps la question du SSO, parce que par ailleurs, il existe un intranet et les membres donc, ont tous une adresse mail qui est gérée donc, dans l'univers Microsoft, Office 365, des considérations absolument légitimes de protection des données personnelles, etc. Mais en fait, dans la discussion, ça pouvait être déséquilibré parce que les outils no-code ont certaines limites et ça, c'est des choses, il faut aussi que le commanditaire puisse exprimer ses préoccupations dès la phase de cadrage et de cahier des charges. Sinon, une fois que le train est lancé, c'est pas évident parce que voilà. Donc, si vous avez un projet militaire ou avec des données de santé, ne faites pas du no-code déjà pour commencer. Là, on est un cas qui fonctionne
fonctionne bien, mais où on a pu peut-être se poser certaines questions des fois un peu tard. Et après, j'ai mis aussi que derrière l'impression de simplicité ou ce côté presque magique, parce que mon publipostage, je vais en assumer la maternité, mais quand vous arrivez à publiposter 270 lignes de base de données dans quelque chose qui se navigue avec des pages, ça peut donner vraiment une impression de magie. Et après, du coup, ça peut déclencher aussi une surenchère de demandes. Autant certaines fonctionnalités sont faciles à faire et parce qu'il y a une base de données relationnelle qui est très structurée, ça sera toujours très facile à faire évoluer dans un certain cadre de conception, autant certaines demandes sont complètement hors scope parce que cette architecture arborescente gérée à travers une base de données relationnelle, on ne peut pas la tordre à un moment donné. Il faut aussi formater ce qu'on va mettre dedans pour que ça puisse ressortir et être aussi scalable, donc passer l'échelle. Donc demain, si j'ai encore une quatrième partie, 20 thèmes qui arrivent, un quatrième niveau ou qu'on resimplifie, etc., elle sera très facile à faire évoluer en plus ou en moins. Mais voilà, à certaines conditions de formatage d'architecture. Et du coup, c'est ça qui est peut-être dur parfois à transmettre, à faire comprendre. Et c'est là où, plus on fait de prototypage live, plus on va pouvoir montrer ce qui est faisable et éditable rapidement. Et donc, c'était ça qui était chouette. C'est parfois pendant une réunion, d'arriver à faire une modification dans la plateforme qui se publie post automatiquement, mais en contrepartie, tout n'est pas possible non plus. Donc après, tout ça peut se concrétiser et permettre de garantir des applications pérennes, à condition de prendre en compte la nécessaire formation des équipes, donc de faire monter en compétences progressivement les équipes côté client, pas être dans une posture d'agence qui livre un produit, mais vraiment d'accompagner ce mouvement auquel je tiens. Donc cet essor du développement citoyen et de mettre en main les outils pour que ça soit évolutif par la suite. Et franchement, c'est pas non plus sorcier. Ça fait partie des compétences du futur et c'est ça qui est très gratifiant, c'est de mettre en main les outils à nos clients et de savoir qu'ils pourront très bien se débrouiller sans nous. Complètement, pour avoir fait un projet proche dans le sens où il y avait un objectif de monter en compétences, mais sur Notion, donc un autre outil no-code, le fait de pouvoir travailler main dans la main avec les Mm, clients, alors pas tous, mais ceux qui avaient fait le choix voilà, de se former parce que c'était une compétence intéressante pour eux et que ça leur permettait après d'être autonomes sur la mise à jour du contenu, etc. C'était vraiment mm, super chouette comparé à d'autres outils où des fois c'est plus oui, compliqué de mettre en place un back-office ou des choses comme ça. oui, Et pour la simplicité des actions, moi, je suis complètement d'accord. J'utilise du coup les mêmes outils sur un petit projet, pas du tout la même échelle, mais il y a plein de choses qui sont super bien, super rapidement, et ça donne un peu confiance. Et après, il y a d'autres trucs où on se dit, ah tiens, j'aimerais bien faire ça. Et en fait, c'est super compliqué. ouais. Et donc, il faut trouver un peu le bon cadre sur ce qu'on a envie de faire et rester sur un outil qui soit simple et efficace plutôt qu'une machine à gaz qui a des fonctionnalités peut-être intéressantes, mais qu'en fait, personne n'utilisera. Donc, c'est Oui, un vrai donc travail à faire. minimalisme et quelque part c'est une façon douce d'embarquer dans de la transformation digitale. On rencontre trop d'organisations qui vont brimer leurs équipes parce que c'est du déploiement de RP, c'est des projets de développement d'infrastructures qui sont pas très conviviales. Et là finalement, notamment aujourd'hui, on sait que le secteur de l'économie sociale et solidaire, incarné par le CJD, est de plus en plus friand d'outils no-code parce qu'ils sont accessibles financièrement, il faut le dire, mais ils sont accessibles techniquement et nous, on a pu vous montrer là pendant une heure la dimension collégiale, collaborative, participative que ça peut sous-tendre. Mais je pense que c'est pas à négliger pour d'autres organisations qui veulent faire leur transformation digitale et c'est vraiment un outil d'accompagnement des montées en compétences sur les nouveaux modes de travail et qui permet vraiment de s'équiper pour le monde digital qui devient notre quotidien. Complètement, j'en profite pour dire que voilà, si vous avez envie de poser des questions sur ce sujet, si vous avez un projet de votre côté, n'hésitez pas à contacter Ivan, moi directement, pour qu'on s'organise un point commun pour discuter un petit peu de tout ça, parce qu'on a beaucoup aimé en tout cas ce projet avec le CJD, et on serait ravis de combiner à nouveau nos expertises pour faire de nouveaux projets. Donc voilà, vous avez une petite timeline, je vous laisserai regarder plus en détail dans le replay si vous avez envie, mais c'est quelque chose qui nous botte bien et qui est super cool à faire. Donc voilà, n'hésitez pas à faire signe. On a un peu dépassé les 14 heures, mais on va prendre quand même quelques questions-réponses. Alors j'ai vu dans le chat qu'il y avait une question d'Elisabeth sur le fait de mixer la plateforme avec des actions physiques, et du coup, Christelle a déjà répondu.
Mais effectivement, donc c'est quelque chose de prévu et donc l'idée c'est de pouvoir aussi encourager ça avec la plateforme en indiquant par exemple des événements ou des choses comme ça qui sont présents. Et bonne journée à ceux qui doivent partir, vu qu'on a dépassé les 14 ans. Et il y avait une question également de Alban qui disait comment donnez-vous envie aux utilisateurs de participer à l'effort collectif UGC? Et je pense qu'une des Mm. façons justement de donner envie de participer à l'effort collectif, c'est d'avoir des éléments collectifs en fait autour de l'expérience de la performance globale. Et donc tout ce qui est présentiel joue justement un rôle assez important autour de ça. Et le CJD fait pas mal de choses de façon générale pour réunir les JD pour partager de l'expérience sur plein de choses. Et donc, je pense que c'est ça qui donne envie, après, in fine, de faire de l'UGC, notamment sur la plateforme. Je ne sais pas si, Ivan, tu veux rajouter des choses par rapport à ça. Oui, pour engager, c'est vrai que c'est quelque chose euh, qu'on traite techniquement par des formulaires, mais après, c'est aussi quelque chose qui peut se concevoir dans un plan de communication, d'animation, à travers une newsletter ou de l'information qui est poussée. Et puis là, il y a une discussion dans le chat, mais évidemment, bah, les ateliers en présentiel, c'est quelque chose que nous avons mis en place à la fin parce que la base de données Airtable a évolué tout au long du projet. C'est le pilotage pour avoir des statistiques, des données mensuelles sur le nombre d'inscrits qui s'engagent, parce que ne serait-ce que mettre une photo alors que c'est facultatif, ça montre qu'on veut vraiment jouer le jeu, d'être dans le trombinoscope. Est-ce que les personnes ont fait le quiz? Est-ce qu'ils ont dit qu'ils cherchaient un binôme? Et en fait, il y a le système de contenu généré par les utilisateurs, il est validé donc dans le back-office par l'administratrice de la plateforme. Et donc derrière, on commence à avoir des données pour pouvoir dire voilà le podium des régions les plus actives, des sections les plus actives, et demain ça pourrait être voilà le top 3, le top 10 des personnes qui ont soumis des témoignages, et en fait là les valoriser, donc en mobilisant les bons leviers de gamification. Je pense qu'après, c'est voilà, il faut trouver un moyen de communiquer, de faire savoir, et ce que fait déjà, hein, je sais, le CJD, parce qu'il y a des grands événements annuels et semestriels en plénière. Donc, en fait, au bout d'une première année telle que celle-ci, c'est sûr qu'il y a une réflexion à mener. Euh, et donc, après, les leviers, on fait confiance à la créativité des équipes du CJD là-dessus. C'est clair qu'il faut le faire vivre, et qu'une plateforme ne vit jamais toute seule par elle-même. Il n'y a pas de génération spontanée, donc il faut mobiliser tous les leviers possibles. Ouais, complètement d'accord avec toi. Jamais vu de projet, même très très bien gamifié, où ça pouvait vivre tout seul sans animation humaine. Non, c'est Donc, clair. complètement. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En attendant qu'éventuellement vous mettiez des questions dans le chat, je vous annonce rapidement les prochains rendez-vous de la communauté feedback. Le 22 juin, on anime en ligne un atelier de génération d'idées avec les gamificars. Donc ça vous permet, si vous ne connaissez pas, de découvrir l'outil. Ça permet de repartir avec les cartes en format numérique et le template mural qui vous permet de faire vos propres ateliers. Donc voilà, si vous avez envie d'avoir tous les outils à portée de main pour faire de la gamification, c'est le bon endroit, sachant que le prochain sera probablement à la rentrée, donc peut-être en octobre ou en novembre 2023. Donc là, c'est l'occasion pour faire ça. Et on a également un autre meet-up avant la période estivale qui arrive, qui est les erreurs à éviter pour construire son propre atelier ludique par Mickaël, du coup, de Feedback, qui aura lieu le 27 juin à 18h30. En ce moment, on fait pas mal de projets de conception d'ateliers ludiques. On donne les clés à des personnes voilà, pour travailler avec eux, pour faire en sorte que l'atelier se passe bien. Et du coup, petit meet-up voilà, pour partager un peu des astuces. Et pour retrouver les deux, de toute façon, voilà, c'est sur la plateforme Meetup. Donc si vous avez déjà trouvé le chemin jusqu'à ce webinaire, normalement, vous trouvez les autres aussi. Puis il y aura sans doute d'autres webinaires qui seront annoncés prochainement. Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions entre-temps qui sont arrivées? J'ai pas l'impression. Ah, s'il n'y a pas Non, mais de... des beaux échanges. Complètement. Complètement. Bah, en tout cas, merci à tous d'être venus. Désolé pour le fait d'avoir dépassé un peu la période prévue à l'origine, mais c'était cool de faire aussi ce retour d'expérience ensemble et de répondre à vos questions. Je vais donc couper là, hop, l'enregistrement.